table ronde que j'introduis maintenant est un temps, je crois, très précieux, justement pour écouter, à travers nos trois intervenants, comment dans nos foyers d'étudiants, nos colocations solidaires, nos colloques missionnaires, toute forme de logement que le Seigneur nous inspire, nous arrivons à vivre justement des valeurs de l'Évangile, selon sans doute des modalités très différentes. Alors, je présente rapidement nos intervenants. À ma droite, le père Erwan de Kermangui, qui est aumônier des étudiants à Brest depuis maintenant 5 ans et qui est à la tête d'une aumônerie qui marche très bien, avec beaucoup de jeunes qui se retrouvent. Et ce que tu as mis en place, pour faire suite aussi à ce que ton prédécesseur avait déjà initié, ce sont des colloques missionnaires dont tu vas nous parler tout à l'heure. Tu as été ordonné en 2014. Voilà. Puis, le père Mustapha Amari, de la communauté du Chemin Neuf, donc je connais bien, c'est mon frère de communauté. Tu as été ordonné en quelle année, Mustapha? 2017. Mustapha vient d'une famille de tradition musulmane et il est donc prêtre et avec un charisme particulier auprès des jeunes. Et il est responsable du foyer d'étudiants de la rue Henri IV à Lyon. Et puis Amélie Merle, qui est la directrice de l'association Maison de Marthe et Marie, qui est une colocation solidaire qui accueille à la fois des femmes enceintes ou jeunes mamans, et puis des jeunes professionnels qui vont partager leur quotidien. Voilà, nous avons donc 3 intervenants. Le temps de notre table ronde se divise en 2. D'abord, nous allons leur laisser la parole pour nous présenter ce qu'ils vivent et présenter aussi les défis qu'ils rencontrent avec les jeunes. Et puis après, il y aura un échange avec vous. Donc, pendant que vous les écoutez, vous pouvez tout à fait noter une question et la poser à la fin par oral, ou bien la poser dès maintenant sur le chat. Et donc, dans un second temps, nous pourrons donner la parole aux intervenants pour qu'ils vous répondent. Voilà, écoutez, eh bien, on va peut-être commencer par Amélie, de nous raconter un peu comment est née Marthe et Marie, sur quelles intuitions, qu'est-ce qui a été aussi à la base du projet, comment il s'est affiné, comment il vit aujourd'hui, quels sont les éléments fondamentaux qui participent. Voilà un peu la mise en bouche. Bonjour à tous. Alors, la Maison de Marthe et Marie, c'est un projet qui est né dans le cœur d'Aline et François-Xavier Dard, donc un couple dont Aline est sage-femme. Pendant l'exercice de son métier, elle accompagnait des femmes donc, au moment de l'accouchement. Et de temps en temps, elle se retrouvait avec des jeunes femmes à la rue qui accouchaient et qui se retrouvaient avec leur nourrisson de 3 ans à n'avoir pas de logement, complètement isolés et pas de solution. Donc Aline a senti dans son cœur l'intuition qu'il fallait leur proposer un lieu où elles puissent demeurer et devenir maman dans des bonnes conditions. Elle a regroupé autour d'elle un certain nombre d'amis. Ensemble, ils ont beaucoup discerné, beaucoup prié, beaucoup réfléchi. Plusieurs idées ont jailli qui n'aboutissaient pas. À chaque fois, les portes se fermaient. Les projets n'arrivaient pas à se lancer. Jusqu'au moment où l'intuition de la colocation solidaire est arrivée. Et là, tout s'est déroulé, je ne vais pas dire simplement, mais en tout cas, tout s'est déroulé. La proposition d'un premier appartement a pu se faire à Lyon. Et la première colocation donc, a été ouverte en 2011. Donc, qu'est-ce que c'est que ces colocations? C'est des grands appartements dans lesquels 8 jeunes femmes vivent ensemble. Sur ces 8 jeunes femmes, la moitié, donc 4, sont soit des femmes enceintes, soit des jeunes mamans qui viennent d'accoucher. Et l'autre moitié, donc les 4 autres jeunes femmes, sont des volontaires, des jeunes pros, des étudiantes en fin de parcours, qui viennent s'établir dans la colocation, être à demeure avec les mamans, pour les accompagner, pour être présentes. Voilà, donc première colocation à Lyon en 2011, et puis après un développement progressif avec une ouverture à Paris, une ouverture à Nantes, à Strasbourg, à Lille, une deuxième ouverture à Paris, et puis encore des beaux projets. Voilà, donc aujourd'hui 6 colocations qui peuvent accueillir 23 mamans, 23 bébés, 23 volontaires. Pourquoi ça s'appelle Marthe et Marie? Alors, Marthe et Marie, vous aurez sûrement fait la référence avec
avec l'évangile de Luc. L'intuition d'Aline était que les femmes enceintes qui venaient d'accoucher avaient d'abord un besoin ultra pratico-pratique d'avoir un toit au-dessus de la tête. Voilà, ça c'était le premier besoin. Et le deuxième besoin, qui n'est pas forcément exprimé, mais qui est néanmoins bien réel, c'est un besoin d'être entourée, d'être accompagnée, d'avoir autour d'elle un groupe de personnes qui vont accueillir cette petite vie dans la joie, dans l'émerveillement. Et donc Marthe et Marie incarnaient tout à fait cette double réponse. Marthe, la réponse pratico-pratique, et Marie qui va incarner plus la bienveillance, l'accueil, être ensemble, apprendre à s'aimer sans se juger. Voilà. Et puis la dimension de la prière aussi. Donc les jeunes femmes qui sont accueillies, elles ne sont pas nécessairement catholiques, elles viennent, comment elles s'adressent à vous, comment vous les rencontrez, comment se discernent leur venue? Alors pour les mamans, effectivement, elles sont de toute confession ou non croyantes. Enfin, la religion n'est pas du tout un critère pour les accueillir. Elles nous sont recommandées par des sages-femmes, par tous les réseaux médico-sociaux avec lesquels on est en lien sur le territoire. Donc ça peut être, comme je dis, des sages-femmes, des assistantes sociales, différentes associations. Parfois, elles nous trouvent tout simplement sur Internet en tapant les mots-clés hébergement, maman, galère, urgence, et puis elles arrivent sur notre site Internet, elles nous contactent. Voilà. Et comment vous vous présentez auprès d'elles? Est-ce qu'elles savent qu'il y a une inspiration catholique? Est-ce que ça pose des obstacles? Comment c'est vécu de leur part et comment vous vous présentez? Alors l'association est laïque. Et l'accueil que l'on propose aux mamans est laïque. Donc dans nos appartements, il n'y a pas nécessairement de coin prière, de chapelle ou d'oratoire. Vraiment l'accueil qu'on va proposer est, on va dire, sans dimension spirituelle, ou catholique en tout cas. L'aspect catholique est proposé aux volontaires, donc qui vivent avec ces mamans, qui elles vont pouvoir vivre cette dimension de prière, mais pas dans l'appartement. Voilà. Par exemple, c'est quoi la proposition que vous faites pour justement les jeunes professionnels qui habitent avec vous? Quels sont leurs engagements? Alors, la proposition spirituelle qui leur est faite, la première chose, comme vous venez de le dire, c'est d'être engagées en mission. Elles sont là, bien sûr, pour avoir un logement, mais d'abord pour être en mission. Et cet engagement se matérialise par une petite cérémonie qui va être mise en place avec notre aumônier, préparée, puis mise en place avec l'aumônier. Ensuite, tout au long de l'année, on leur propose des temps spirituels, toujours avec l'aumônier. Donc, toutes les volontaires ensemble se regroupent et prennent à peu près toutes les 4 à 6 semaines un temps. C'est pas un groupe de prière, c'est vraiment un temps de relecture pour relire ce qu'elles vivent dans la colocation, pour se poser la question, là j'étais en difficulté, est-ce que Dieu m'a complètement abandonnée ou est-ce qu'il était présent? Comment est-ce qu'il était présent? Comment est-ce qu'il a pu m'aider moi? Comment est-ce qu'il a pu aider mes colocataires? Donc il y a ce temps de relecture. Et puis, comme on s'appelle Marthe et Marie, qui incarne aussi la mission des volontaires, la prière incarnée par Marie est quelque chose de très important et on propose aux volontaires de se retrouver tous les matins pour prier les laudes. Donc avant de partir travailler, elles se retrouvent à 7h et elles prennent un temps de prière tout ensemble. Donc à 7h tous les matins, c'est donc 4 jeunes professionnels tout à fait. se retrouvent pour dire les laudes. Exactement, du lundi au vendredi. Voilà, 4. Et donc ces volontaires ont une activité, ont un travail dans la journée. Comment se concilie leur mission au quotidien, leur travail professionnel et leur temps de repos pour pas qu'elles partent en burn-out au bout de quelques semaines ou voire quelques mois? Très bonne question. C'est pas évident. C'est un équilibre qui est extrêmement délicat. Donc les volontaires sont souvent des jeunes pros, donc c'est leur première année de travail. Elles ont besoin de s'engager, de faire leurs preuves. Elles ont envie de tout donner dans leur travail. Quand elles rentrent le soir, la plupart des jeunes vont sortir, avoir des activités. Là, les volontaires, on les invite à être plutôt présentes à la maison. Alors, elles ont des temps libres, bien évidemment. On ne quantifie pas le nombre de soirées ou le nombre d'heures où elles doivent être présentes à la coloc. Chacune s'adapte en fonction de ce qu'elle veut et en fonction de ce qu'elle peut donner. Donc, chacune son rythme. C'est sûr qu'une volontaire qui serait inscrite à un cours de sport, un cours de chant, un cours de poterie, une soirée, voir ses copains, ça ferait un petit peu beaucoup. Mais on les invite quand même à garder au moins une ou deux activités qui va leur permettre de souffler, d'avoir son temps pour elles et de garder son équilibre personnel. Voilà, les autres soirées, quelques week-ends sont passés à la colocation, donc en toute simplicité avec les mamans, des temps de vie quotidienne. On s'occupe des bébés, on s'émerveille de leur progrès, on donne un petit coup de main pour un bain ou pour un dîner.
Et puis on prend des temps de discussion. Voilà. Merci Amélie. Tu as présenté comme ça le, le- le décor de ces maisons Marthe et Marie. Euh, Bien sûr, on va revenir vers toi peut-être pour approfondir telle ou telle question. On va continuer notre tour pour présenter les uns et les autres. Donc peut-être Mustapha, tu peux présenter le foyer d'étudiants dont tu as la charge à Lyon, bien placé quand même, hein, tout près de la Cato, près de la gare Perrache, dans le centre assez vivant de Lyon. Euh, voilà, qu'est-ce que ce foyer, qui accueilles-tu et quels sont les engagements des jeunes? Alors au foyer Henri IV, on accueille une quarantaine d'étudiants, des garçons et des filles, à peu près 2 tiers de filles et 1 tiers de garçons, c'est toujours la proportion supériorité féminine. Voilà, c'est un foyer qui propose la demi-pension pour les jeunes, donc le petit déjeuner en self et puis le repas du soir qu'on peut prendre ensemble. Euh, voilà, la première vocation du foyer, c'est de répondre à un besoin des jeunes, c'est d'avoir un logement pour leurs études. Et puis surtout ceux qui commencent leurs études, souvent ont cette inquiétude de comment tout est nouveau. Donc on propose un logement, donc avec une chambre individuelle et puis plusieurs salles communes. Et puis ce foyer, c'est donc un foyer chrétien et missionnaire. Le foyer chrétien, c'est de proposer aux jeunes des soirées de partage. On a une fraternité un soir par semaine. On a des week-ends dans l'année et puis une retraite spirituelle ensemble. Voilà, et puis la dimension missionnaire, c'est que justement, alors c'est assez simple, mais le foyer H4 est très bien situé. Il y a beaucoup de demandes pour le foyer. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de jeunes chrétiens qui cherchaient un logement. Et on s'est dit, mais on ne peut pas être situé de façon si centrale et ne rien en faire. Donc on propose aux jeunes qui viennent au foyer à H4 de donner 1 et demie dans la semaine dans une mission. Ça peut être les soirées de louanges, l'accueil de la messe des jeunes. On a un petit café qui cherche encore sa vocation, mais des permanences dans ce café. Ça peut être les maraudes pour les SDF, l'évangélisation. Voilà, il y a un panel de services disponibles. Et donc les jeunes, en début d'année, en découvrant un peu les jeunes, on leur propose un service adapté à leur charisme et puis eux aussi expriment leurs désirs. Euh, voilà, donc le foyer, c'est d'abord un lieu d'habitation pour les jeunes. Ils sont d'abord étudiants et on l'oublie pas. Ils sont d'abord là pour étudier. Ensuite, on découvre que c'est un lieu de fraternité pour eux. Et je crois que c'est vraiment la force du foyer, c'est de proposer un lieu fraternel où le jeune, en rentrant le soir, n'a pas encore prouvé qui il est, mais il peut simplement mettre les pieds sous la table et puis partager avec les autres. Je crois que c'est vraiment le bénéfice premier du foyer. Alors toi, tu es prêtre, tu es engagé dans la communauté. Il y en a d'autres de la communauté qui sont avec toi ou comment ça se passe? Oui, alors dans une maison de la communauté, on a plein de services. On s'occupe des missions pour les adolescents, pour les 18-30 ans. Euh, donc il y a une vie communautaire à côté. On a nos laudes, la messe tous les jours, nos temps de prière. Euh, les jeunes ne sont pas tenus de participer à notre vie communautaire ou à notre vie spirituelle, mais par contre, elle est ouverte. Je leur dis toujours que la chapelle, c'est une pièce de la maison qui leur appartient, comme leur salle de détente. Donc les jeunes peuvent vraiment participer à nos temps de prière avec nous. Et nous, la communauté, on a choisi de manger avec les étudiants tous les soirs de la semaine. Donc c'est le point qui peut être très engageant quand on a une vie communautaire et une mission très riche. Mais on mange avec les jeunes tous les soirs de la semaine ou presque en fonction de l'emploi du temps. Et c'est vraiment là que tout se joue d'ailleurs. C'est au repas du soir où on apprend d'abord à se connaître, puis ensuite il y a un échange qui se fait. Et je crois autant les jeunes se reçoivent de notre vie ensemble, et puis nous, la communauté, on se reçoit de la jeunesse et ça nous rafraîchit. Donc, une quarantaine d'étudiants. Combien êtes-vous de la communauté à vivre sur place et combien sont dédiés à l'animation de la vie du foyer, de la communauté ou de salariés ou de bénévoles qui ne seraient pas membres de la communauté sur place mais qui seraient impliqués dans la ville? Alors il y a une dizaine de personnes de la communauté qui habitent dans la maison, mais on est peut-être 4 ou 5 seulement vraiment au service du foyer. Ça veut dire entre la fraternité, faire tourner le foyer, l'accompagnement des jeunes. C'est 4 personnes à peu près. Voilà, on sait toujours que dans l'église, il n'y a pas de plein temps, un seul plein temps, donc je ne vais pas faire croire qu'on ne fait que ça. On cumule les casquettes. Mais voilà, pour les personnes qui ont le souci d'animer une fraternité, d'accompagner les jeunes, c'est à peu près un tiers du foyer, voire un quart. Qu'est-ce qui fait la cuisine? Ce qui fait la cuisine, c'est la communauté. Donc ça, je dis que c'est un point pastoral ultra important, c'est la cuisine.
C'est qu'on a une sœur qui fait la cuisine tous les jours avec soit des jeunes qui sont en service dans la maison ou d'autres frères et sœurs de la communauté. On a testé les traiteurs dans quelques foyers d'étudiants. D'ailleurs, il y a toujours des traiteurs dans certains foyers. Et on voit une différence notable quand c'est un traiteur ou quand c'est nous qui faisons à manger. Parce que du début à la fin de l'année, les jeunes disent « mais c'est incroyable, c'est comme à la maison ». Et cette phrase « c'est comme à la maison », ça fait toute la pastorale. En fait, moi, ça fait 70% du travail. Voilà. Donc c'est nous qui faisons à manger. On essaye comme on peut. Ce foyer a été créé par le Chemin Neuf ou est-ce que c'est un foyer qui existait, qui a été confié ensuite au Chemin Neuf, qui a été un peu son histoire? Alors la maison Henri IV, c'était d'abord une communauté religieuse, les sœurs de l'adoration, donc c'était pas un foyer, c'était plutôt une communauté contemplative qui était présente avant nous. Et donc c'est la communauté en arrivant qui en a fait un foyer. Il y a combien d'années? C'était en 1980, donc ça fait 41 ans maintenant. Merci Mustapha. Erwan, la Bretagne. Alors, comme aumônier d'étudiants, donc tu as en charge la pastorale des étudiants sur Brest et tous les étudiants donc, qui viennent y faire leurs études. Ça fait combien de milliers d'étudiants? On estime à Brest 22 000 étudiants. 22 000 Ce qui étudiants. nous place dans les grandes petites villes étudiantes ou dans les petites grandes villes, ça dépend où est-ce qu'on met la limite. Et ils viennent de toute la Bretagne ou parfois toute la France parce qu'il y a certaines écoles. Ils viennent du monde entier en fait, parce que alors à Brest on a à peu près toutes les propositions d'une ville étudiante classique. On peut étudier tout ce qu'on étudie dans une ville étudiante, et tout se redouble quasiment d'une spécialité maritime. On peut faire du droit, mais on peut faire du droit maritime. On peut faire de la biologie, mais on peut faire de la biologie maritime. Voilà, donc à peu près tout. On a pas mal d'étudiants qui viennent de l'étranger sur la spécialité maritime, en général pour un master. Alors, on t'a invité parce que dans ta responsabilité d'aumônier d'étudiants, tu as mis en place en particulier des colloques missionnaires et on aimerait que tu nous présentes un peu ce projet. Alors, je me retrouvais très bien dans ce que disait Mustapha tout à l'heure, à une variante près, quand tu parlais d'avoir une quarantaine d'étudiants et puis la dimension missionnaire de leur présence avec un panel de services qui leur sont proposés en début d'année. On est à peu près sur la même formule, sauf que nous, on a une quarantaine d'étudiants aussi, mais dispatchés dans 7 colocations différentes, parce que ça s'est fait comme ça au fil de l'histoire. Chez nous, les choses se sont faites de manière très empirique, au sens où il y a une quinzaine d'années, le prédécesseur de mon prédécesseur, trouvant un nouveau local pour l'aumônerie, il y avait des chambres disponibles à l'étage, s'est dit je vais proposer à quelques étudiants d'y habiter pour être un peu l'âme de la maison, avec une dimension missionnaire plutôt axée sur l'accueil, des jeunes qui venaient matin, midi et soir frapper à la porte de l'aumônerie pour récupérer un papier, pour se poser, pour travailler, etc. Donc vraiment sur une dimension d'accueil. Et puis son successeur, qui était un prêtre d'une société missionnaire, la Société des Pères de Saint-Jacques, dont on a entendu parler dans l'actualité malheureusement avec les enlèvements il y a quelques semaines, a été très, très attaché à l'accueil des étudiants étrangers, et notamment des étudiants haïtiens qui venaient à Brest, puisqu'on a un fort lien en Bretagne avec Haïti. Et donc il a accueilli un certain nombre d'étudiants étrangers, et en mettant à profit tel ou tel presbytère qui se vidait pour ça. Quand je suis arrivé, il y avait une vingtaine d'étudiants en colocation, et aujourd'hui on est donc à une quarantaine, parce qu'on a d'abord répondu à une demande, et je crois que là-dessus je rejoins aussi ce que dit Mustapha. L'enjeu pour les étudiants, ils cherchent un logement, ils arrivent pour étudier, ils ont besoin d'un lieu où se loger, et donc ils frappent à la porte de l'église assez spontanément. Et l'enjeu pour nous, c'est de convertir cette démarche très matérielle, utilitaire, un peu Marthe, parce que, qui est tout à fait juste. Ils arrivent pour étudier, ils ont besoin d'un toit. De convertir ça en disant comment est-ce que on peut t'aider à faire un pas de plus dans la foi, et comment tu peux toi aussi être au service des autres pour qu'ils fassent un pas de plus dans la foi. Ça, c'est je dirais, c'est notre cœur de cible sur notre groupe d'une quarantaine d'étudiants dans 7 colocations. Et puis on a 2 autres propositions assez différentes. On a une petite communauté de jeunes qui prennent une année à temps plein comme missionnaires. Donc là, ils ne sont plus étudiants. Ils sont aussi logés en communauté dans un appartement qu'on a près de Mission Saint-Luc. Et puis on a un 3e projet qui va ouvrir à la rentrée, là, d'un foyer pour étudiants en première année de médecine
et là en demi-pension, avec un accompagnement aussi dans leurs études. Donc, qui est une proposition un peu à part. Sur la dimension missionnaire, puisque c'était le sens de la question, outre l'accueil dans le lieu pastoral de l'aumônerie, on a développé une multitude de propositions qui rejoignent assez ce que Mustapha présentait. On les invite à participer soit aux maraudes, soit à un patronage qu'on a lancé dans une cité HLM derrière la fac, où on a des étudiants qui viennent tous les samedis après-midi jouer au ballon, discuter avec les gamins qui sont dans le quartier, aller visiter des familles. Et on a pu en mettre quelques-uns. C'est encore, j'allais le dire en breton, mais parce que c'est comme ça que ça me vient. C'est encore tout petit. Dis-le en breton. Ça veut dire gustalik, mais ça veut dire tranquillement, quoi. C'est encore tout petit, c'est embryonnaire, mais on a 4-5 étudiants qui sont engagés de manière régulière dans du soutien scolaire depuis un an dans cette cité HLM derrière la fac. Donc au fond, plus ça grandit, plus tu as l'impression aussi que des petites colocs peuvent trouver une identité particulière, des services plus particuliers, ou est-ce que au fond c'est cette coloc, voilà, les jeunes tu les dispatches au hasard en fonction de leur arrivée? Alors, on ne dispatche pas au hasard en fonction de leur arrivée, même si à un bout d'un moment, ceux qui arrivent, les derniers, on les met là où il reste de la place. Mais en général, à partir du mois de mars, ils commencent à demander à arriver, les premiers, et ils voudraient bien aller dans tel colloque ou dans tel autre. Et de mars à fin juin, on les fait patienter en disant « Ok, on te prend, on a bien entendu ta demande pour aller dans tel lieu, on essaiera d'honorer ta demande, mais c'est pas forcément sûr. » Et c'est vraiment début juillet qu'on peut déjà constituer les communautés en fonction des demandes qu'on a eues et en essayant d'équilibrer, d'avoir dans chaque maison des anciens qui ont déjà fait un an dans la coloc, qu'on connaît, sur lesquels on peut s'appuyer, on espère pouvoir s'appuyer, et puis en fonction des profils des autres qui arrivent. Donc on constitue nos colocations pas sur un service, mais sur l'équilibre espéré de la communauté. En se disant, voilà, celui-là va être plus moteur, celui-là va être plus en demande. Et puis on a des réalités très différentes, c'est-à-dire qu'on a des colocations où il y a juste 3 étudiants, et on en a où ils sont 8. Donc forcément, les équilibres ne sont pas les mêmes. On a des maisons qui sont mixtes et des maisons qui ne le sont pas. Donc c'est une alchimie sur laquelle on s'arrache un peu les cheveux. D'ailleurs, il ne m'en reste plus beaucoup. Et on a essayé il y a 3 ans d'avoir un service identifié par coloc en se disant que ce sera plus facile que toute la coloc et soit sur ce service-là, toute la coloc sur tel autre. Et on s'est rendu compte que on se retrouvait avec des jeunes qui étaient embarqués dans un service qui en fait correspondait pas du tout à leur charisme et qui en étaient assez malheureux. Et donc on est revenu en arrière là-dessus. Ces colocations se trouvent où? Est-ce que ce sont des presbytères qui sont un peu, qui ont été peu utilisés et que vous réutilisez et réaménagez? Est-ce que ce sont des maisons qu'on vous prête? Comment les avez-vous trouvées? Quels sont les liens avec les propriétaires, quels qu'ils soient? C'est majoritairement d'anciens logements de prêtres au sens général, c'est-à-dire que ça peut être des presbytères qui étaient attachés à une église, ça peut être dans certains cas des appartements ou une maison qui appartenait au diocèse où étaient logés des prêtres qui n'étaient pas en paroisse, des aumôniers d'Action catholique, des aumôniers d'hôpitaux, de lycées, etc. Il y a 2 bâtiments, enfin 2 appartements qu'on loue à la ville, mais qui étaient d'anciens logements de prêtres, un presbytère tout contre une église dans une barre d'immeubles, où le choix à l'époque avait été fait de ne pas avoir un presbytère indépendant, mais d'avoir un presbytère dans l'immeuble, et puis un ancien logement de prêtres dans une cité HLM. Donc voilà, soit la plupart du temps c'est propriété du diocèse, avec propriété canonique ou non des paroisses, avec une négociation entre l'économa, le curé de la paroisse et nous, donc en triangulaire. Dans certains cas, on a 2 cas, on a des étudiants qui sont logés directement dans des presbytères où habitent des prêtres. Il y en a un, c'est vraiment un dépannage, donc je ne le compte pas vraiment. Et l'autre, on a une communauté de 5 étudiants qui logent dans un presbytère. Avec des contraintes supplémentaires, donc on leur a fait une charte un peu aménagée parce que le curé souhaite pas voir débarquer les copains des étudiants à 22h30 chez lui.
Voilà, donc c'est un peu différent comme rythme. Merci, Erwan, d'avoir présenté ces colloques. Est-ce que tu pourrais suggérer à tous ceux qui t'écoutent d'aller frapper à la porte de l'économe diocésain pour que les lieux vides du diocèse, un presbytère, un vieil appartement non affecté, puissent servir pour de tels colloques? Alors non seulement il faut le faire, mais en plus il y a un argument imparable pour l'économe diocésain, c'est qu'un bâtiment inutilisé, ça coûte de l'argent et ça n'en rapporte pas. Un bâtiment où on met des étudiants, ça coûte moins cher parce que le chauffage et l'électricité et l'assurance sont amortis par la présence des jeunes. On sent que tu as dû utiliser cet argument à plusieurs reprises. Donc. Merci à tous les trois d'avoir présenté. Maintenant, on voit davantage quel est votre quotidien et votre mission auprès des jeunes. On aimerait vous poser une question à tous les trois. Vous pourrez répondre à tour de rôle. Pour vous, quel serait, en fin d'année, le ou les critères selon lesquels c'est une année réussie pour un jeune? Qu'est-ce qui vous ferait dire « Ah, cette jeune femme qui est passée à la maison, Marthe et Marie, ce jeune étudiant étranger ou venant d'une autre ville de France qui a été dans une colloque de Brest ou ce jeune qui a frappé à la porte du foyer Henri IV et qui a vécu toute cette année-là, quel est pour vous, comme responsable ou comme équipe, les critères que vous vous donnez pour dire « Ah, vraiment, ça a été une bonne année ». Alors, c'est une question compliquée, je trouve, parce que c'est quand même des expériences personnelles qui sont assez uniques. Donc, j'ai du mal à cocher des cases pour dire ça, c'est validé, ça, c'est bon, ou ça, au contraire, ça, c'est vraiment le signe de l'échec. Voilà. Je crois que quand même, il y a quelque chose qui ressort assez souvent, c'est que les volontaires, après leur année de mission, parce que chez nous, elles restent 1 an, qu'après leur année, souvent, elles sont fatiguées. Elles ont eu à gérer leur boulot, les petits bébés qui pleurent la nuit, qui les réveillent, donc elles ont envie de souffler. Donc souvent, quand elles partent, elles se disent, voilà, là, je vais retrouver un rythme un peu plus cool et je vais pouvoir me reposer. Et je trouve que les fruits de la mission émergent plutôt 3 mois, 4 mois, 5 mois, après la sortie de la colocation. Et là, les fruits sont vraiment souvent assez beaux. Voilà, les volontaires vont nous partager qu'elles ont rencontré des difficultés et qu'elles se sont battues pour les dépasser. Et c'est toutes ces petites victoires du quotidien, ça les enrichit, ça les fortifie, et elles en sont fières. Un autre critère qu'on retrouve très souvent, c'est les amitiés qui sont tissées entre volontaires, entre mamans, entre volontaires et mamans. Et voilà, elles sortent de la colocation avec une meilleure amie pour la vie, ou en tout cas avec quelqu'un avec qui elles ont passé une année un peu de dingue, de folie, d'effervescence, pardon. Et ça crée des liens très forts, des liens de complicité, des liens sur lesquels elles vont pouvoir s'appuyer après pendant tout le reste de leur vie de femme. Qu'est-ce qui est un beau fruit aussi? On a la vie de prière qui n'est pas évidente, hein, parce qu'on disait tout à l'heure, chez nous, elle prie les lots. Alors ça dépend, c'est 7h, 7h30 selon les maisons, mais ça fait quand même tôt le matin. C'est un engagement qui n'est pas évident à tenir, toute cette fidélité dans la prière, dont on ne voit pas forcément les fruits instantanément. Donc c'est un effort qu'elles font pour certaines. Et quand elles quittent la colocation, elles nous disent merci. Merci de m'avoir fait cette proposition, parce que je l'ai fait, j'ai tenu, et je me rends compte que cette fidélité, ça m'a fortifiée. Erwan, tu parlais de marche. Là, je trouve qu'elles montent une marche pendant leur année de colloque, et ce qu'on souhaite, c'est qu'elles arrivent à rester sur cette marche, qu'elles ne la redescendent pas quand elles ont quitté Marthe et Marie. Cette fidélité, vraiment avec la rencontre du Seigneur. Pour Voilà. les jeunes femmes accueillies, comment on pourrait le traduire aussi? Alors, pour les mamans, je crois que la première chose, la première victoire, la première joie qu'elles peuvent avoir, c'est d'accueillir leur bébé. Ça, vraiment, chaque naissance, c'est une fête incroyable dans nos maisons. Et puis, alors, elles ont des parcours de vie qu'elles construisent. Hein. Il y a vraiment il y a une diversité d'expériences qui est assez incroyable. Il n'y a pas 2 mamans qui ont le même parcours. Donc, s'il y a un point commun qui pourrait les réunir quand elles arrivent chez nous, c'est la rupture. Donc la rupture qui peut être souvent à plusieurs facettes avec leur famille, avec le papa du bébé, avec leurs amis, avec le monde professionnel.
Et je crois qu'un signe de réussite, c'est qu'elles quittent la colocation en ayant renoué. Renoué sur au moins certaines des dimensions, souvent avec leur famille, parfois avec le papa, mais qu'elles aient repris un projet, qu'elles aient envie de retrouver cette motivation, qu'elles aient un horizon qui leur permet de se projeter en tant que maman avec leur bébé et qu'elles sachent où elles vont, qu'elles aient eu un endroit où elles ont pu se reconstruire ou se construire tout simplement. Merci. Voilà. Mustapha, comment toi-même tu pourrais identifier un peu à quoi on reconnaît qu'une année était bien vécue par un étudiant dans un foyer? Alors, le foyer d'étudiants repose sur plusieurs piliers. Il y a la fraternité, vraiment, le vivre ensemble. Quand on appelle des jeunes à habiter ensemble, c'est un des objectifs. Notre deuxième pilier, c'est l'expérience personnelle de Dieu, que le jeune fasse la rencontre de l'amour de Dieu pour lui. Et puis, comme on accueille beaucoup de jeunes qui sont jeunes, un des défis pour nous, c'est qu'ils puissent vraiment grandir et se déployer. Et à la fin de l'année, les fruits, ça s'écoute toujours par rapport à ces piliers-là, au fond, parce que c'est ce que les jeunes ont choisi sans vraiment savoir à quoi ils se sont engagés. Euh, j'ai remarqué, et c'est vraiment ma joie, c'est que dans les relectures de fin d'année avec les jeunes, quand on fait la relecture et qu'on leur dit ben, qu'est-ce que tu retiens comme fruit cette année, beaucoup de ceux qui l'ont vécu, et beaucoup le vivent dans le foyer, nous disent moi, le moment le plus fort pour moi, c'était la retraite au Nouvel An et le baptême dans l'Esprit Saint. Mais vraiment, c'est étonnant, alors que quand ils s'engagent à l'entretien, c'est le moment le plus dur. De choisir de ne pas vivre le Nouvel An avec ses amis, euh, c'est vraiment le plus grand renoncement. Et à la fin de l'année, c'est leur plus grande joie, c'est euh, d'avoir fait cette expérience de donner sa vie à Dieu, ou en tout cas d'avoir vécu une expérience spirituelle très forte. Euh, donc ça, pour moi, quand le jeune me dit ça, j'ai rien... Parce que voilà, il a donné sa vie à Jésus, donc il peut partir. Enfin, il est entre de bonnes mains, j'ai envie de dire. Ça, c'est un bon critère de réussite. Le deuxième, vraiment, c'est quand je sens que le jeune s'est senti aimé pendant toute l'année. C'est une chose d'être amical et puis d'avoir des potes, tout ça. Et dans la vie étudiante, ça peut être assez simple d'avoir une sorte d'ambiance festive ou de copains. Mais quand à la fin de l'année, le jeune dit mais c'est incroyable la bienveillance qu'il y a eu cette année et les amitiés profondes. Et beaucoup disent mais je me suis fait des amis pour la vie. Alors on sait pas toujours si les amis c'est pour 5 ans ou pour 10 ans. Mais en tout cas, de terminer l'année avec cette impression, je me suis fait des amis pour la vie et je me suis senti aimé. Ça, c'est très fort parce que c'est exigeant. Les 3 premiers mois, c'est beau. Et puis quand la vaisselle n'est pas faite, ça devient dur. Entre janvier et juin, la vie communautaire peut être exigeante. Mais quand ils comprennent qu'au-delà voilà, de ce quotidien, il y a une relation profonde qui s'est tissée avec d'autres, ça, c'est vraiment un bon signe pour nous parce que justement, c'est ce qui leur donne envie de prendre leur envol. Donc une expérience personnelle de Dieu, c'est génial parce que ça leur donne une autonomie avec le Seigneur, une vraie amitié profonde. Et puis alors le dernier fruit, et c'est paradoxal, c'est quand les jeunes sont prêts à aller faire une colloque entre eux et qu'ils ont envie de partir du foyer pour tenter l'expérience sans nous. Ça c'est un peu dur parce que souvent on a envie de les garder, on a envie de dire mais continuez, c'est génial de porter la mission. Mais au fond, un jeune qui a bien vécu son année au foyer, c'est un jeune qui se sent capable de vivre un peu tout seul, ou avec d'autres, cette dimension chrétienne. Parce que quand même, beaucoup viennent au foyer en disant, ils recherchent la dimension chrétienne, mais c'est aussi, ben, je ne peux pas habiter seul, ça me fait peur, les études, le logement. Donc quand à la fin de l'année, ils se disent, bah, ça y est, j'ai compris la recette pour habiter avec d'autres, ben, on se dit, ça va, on les a équipés. On les a équipés. Mais je crois que le critère profond, c'est avoir fait une expérience d'amour qui leur fait comprendre qu'ils ne sont pas seuls, voilà, dans toutes les dimensions. Moi, je me retrouve parfaitement dans ce que vous avez dit tous les deux et je suis content parce que je pense que Mustapha, tu me donnes la clé avec ta dernière phrase en disant le critère, c'est d'avoir fait une expérience d'amour. J'aurais pas trouvé les mots pour le formuler comme ça, mais je pense que c'est vraiment ça. D'abord, comme tu dis, Amélie, il faut du temps pour voir un peu les fruits. C'est pas forcément au moment où ils partent.
surtout qu'ils peuvent partir, certains partent juste après un dernier examen, voilà, mais facilement, après, on garde un échange, on les revoit un an, 2 ans plus tard à l'occasion du mariage d'un ami, etc. Ou en échangeant sur les réseaux. Et ils nous disent combien cette année-là les a fait grandir. Je pense qu'on les voit franchir, je dirais peut-être, quand tu dis ils franchissent une marche et l'idée c'est de ne pas redescendre, ils ont monté 2-3 marches et l'idée c'est qu'ils en redescendent qu'une. Parce que nécessairement, leur vie en dehors de la colocation, ou dans une colocation gérée entre eux et puis accompagnée par l'aumônerie, est forcément différente. Donc, ils n'ont pas le cadre qu'on leur demande de suivre. Donc, forcément, il y a des choses qui seront différentes. Ils avaient un rythme de prière qui va être un peu différent, etc. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont mises en place pendant cette année-là, que ce soit dans un service concret qu'ils ont pris l'habitude de rendre, que ce soit grandir en humanité, parce que y en a un qui a appris à faire la vaisselle alors qu'il ne le sait pas, parce que pour certains, il y a une vraie découverte du Christ, parce qu'ils arrivent d'univers où le Christ est assez étranger. Pour d'autres, c'est une découverte d'autres chemins vers le Christ. Je pense à des chrétiens de familles très engagées dans une spiritualité et qui découvrent que d'autres sont engagés d'une autre manière, voilà, parce que chez eux on prie en grégorien et qu'ils se retrouvent avec des gens qui prient en division des ampoules, ou inversement. Et donc ils s'ouvrent vraiment. Il y a là pour moi un des enjeux aussi de ces colocations, c'est l'ouverture à la pluralité de l'Église, à la diversité de l'Église. En sortant de l'adolescence, où globalement les jeunes ont quand même les jeunes assez sûrs de leur foi ont facilement des œillères sur leur manière de croire, parce qu'ils sont en train de forger des convictions. Et il me semble qu'à l'âge étudiant, on le voit dans les aumôneries en général, mais c'est plus fort encore dans les colocations parce qu'ils sont au quotidien ensemble. On passe vraiment à une logique d'ouverture, et pour moi ça c'est assez essentiel. C'est le gage d'une année réussie. Voilà, donc dans l'ouverture aux autres, l'ouverture à Dieu et la construction d'eux-mêmes. Un des points de Christus Vivit était de signaler, de bien montrer comment la place des jeunes dans l'Église rajeunissait l'Église. Comment vos propositions de logement ont rajeuni l'Église localement, c'est-à-dire, alors peut-être on peut commencer par Erwan, comment ça a rajeuni ou dynamisé l'aumônerie, peut-être les paroisses sur lesquelles sont les jeunes. Alors l'aumônerie, c'est très clair. Les paroisses, c'est plus compliqué. Enfin, les curés aimeraient bien voir plus de fruits pour eux. Malheureusement, souvent les presbytères qui nous passent sont accolés à des églises où il y a la messe le dimanche soir avec une petite communauté de personnes âgées. Et c'est rarement là où les jeunes vont aller à la messe. Encore que j'ai plusieurs églises où les jeunes, pour des questions de facilité, vont aller à cette messe qui est à 10 mètres de leur chambre. Et où les paroissiens leur font bon accueil, leur demandent de lire des lectures. D'animer les chants, c'est plus complexe parce que le répertoire liturgique n'est pas le même, mais ça crée quand même un lien. Et pour les personnes âgées de ces communautés, sans redynamiser ces paroisses ou ces communautés vieillissantes, c'est en tout cas un vrai signe d'espérance et de joie pour ces communautés. Pour l'aumônerie, je dirais que quand ça marche bien, les jeunes des colocs sont vraiment l'âme de l'aumônerie, c'est-à-dire qu'ils sont là tout le temps, et donc c'est sur eux qu'on s'appuie pour lancer une idée. C'est eux qui lancent d'ailleurs souvent les idées, donc ça crée une effervescence, un bouillonnement. Ça, c'est quand ça marche bien. Et puis il y a toujours le cas, soit des erreurs de casting au départ, c'est-à-dire un jeune qui va se présenter comme étant hyper motivé, hyper engagé, voilà, et puis qui en fait nous a vendu du rêve et qu'on ne le voit pas. Il y a le jeune dont on espérait qu'il ferait un pas. On l'a accueilli en sachant qu'il était plus loin de l'église, etc. Et puis on espère qu'il fasse un pas et il ne le fait pas.
Et puis on a des jeunes qui, simplement parce qu'ils portent leur propre combat spirituel, se retrouvent à un moment à se mettre en panne. Et je pense à une jeune qu'on a eu 3 ans en colocation. Et sur les 3 ans, il y a tout un moment où elle faisait la gueule à Dieu, mais c'était clair, et c'était assumé, c'est-à-dire que voilà, Dieu l'avait pas écouté, et donc elle faisait la gueule. Et dans ce cas-là, c'est plus un dynamisme, c'est plutôt un frein. Ça va? Comment un foyer dynamise l'église locale, le quartier peut-être, ou les autres jeunes qui viennent aussi dans ce foyer sans peut-être connaître l'église et qui la découvrent par votre proposition de foyer? Je pense à deux choses. Bon, c'est vrai que quand on a un foyer d'étudiants entre 18 et 22 ans, c'est déjà très jeune en soi. La nouveauté, ou en tout cas là où on allait plus loin cette année, dans le foyer missionnaire, c'était de se dire il fallait pas seulement que le prêtre ou la communauté soit responsable de la mission et que les jeunes soient au service de la mission, mais que ce soit les jeunes qui soient responsables de la mission. Donc cette année, c'était un peu, je suis un peu un jeune prêtre, mais je me suis dit tiens, je suis déjà trop vieux. Et du coup, le défi, c'était de dire aux jeunes, en fait, cette maison, c'est votre maison. C'est même pas une maison dans laquelle vous habitez, c'est votre maison. La mission, vous êtes responsable. Et moi, mon job avec les autres, c'est de vous équiper, de vous accompagner, de vous former, donc de ne pas vous laisser seul, mais allez-y. Et on a senti une différence, c'est que, au fond, j'aime beaucoup Instagram, la communication, etc. Et la meilleure communication, c'est le bouche à oreille. Et j'ai remarqué que quand on laisse les jeunes prêcher, au groupe de prière par exemple, c'est eux qui vont parler, c'est eux qui vont animer. Quand on met les jeunes vraiment devant, bah, en fait, ils attirent leurs copains. Euh, donc cette année, alors c'était une année particulière quand même, il y a eu peu d'extériorité. euh, mais j'ai remarqué que ce qui avait rajeuni, bah, en fait, c'était la prise de parole déjà. En fait, on a mis plus facilement les jeunes devant. Et du coup, moi, je faisais un peu des coachings de topo ou de témoignages. Je les écoutais, je leur donnais des conseils. Euh, et en fait, c'était plus dans les coulisses. Et en fait, les jeunes avaient... je leur donnais l'embon en quelque sorte. Alors, on a inventé une mission dans le foyer missionnaire à H4, c'est InstaChurch, et c'est l'église online et offline. Et c'est pour dire, en fait, on va faire des réseaux sociaux une église aussi, un parvis, pour que les jeunes aient cette légitimité, parce que, mine de rien, ils me l'ont beaucoup dit, ils se sentent un peu bloqués par l'église, mais j'ai pas fait de théologie, mais est-ce que j'ai le droit de parler? En fait, ils se mettent eux-mêmes des blocages. Alors, même si nous, on voudrait qu'ils prennent plus de place, eux-mêmes se mettent des blocages. Et ce côté un peu InstaChurch, en fait, c'est leur dire, mais en fait, ben là, ça va, il y a pas, vous êtes libre, c'est pas une église de pierre, allez-y. Donc, ce qui a rajeuni beaucoup, c'est un peu cette responsabilité, je crois. On a aussi beaucoup découvert comment, par exemple, les jeunes du foyer se sont mis au service de la mission des 14-18 ans, qui est aussi un peu présente autour de nous. Et du coup, ben, en fait, on a réduit la tranche d'âge des animateurs des 14-18 parce qu'on on fait animer les camps d'ados ou les sessions d'ados par des jeunes de 18 ans, 20 ans. Et ça met une fraîcheur qui est beaucoup plus adaptée que quand c'est des responsables de 25 ans ou de 30 ans qui sont quand même jeunes, mais voilà. Et puis le dernier exemple auquel je pensais, c'est les maraudes pour les SDF. C'est la mission où, je le dis très honnêtement, on n'est pas là, on laisse les jeunes complètement gérer. Je fais pas d'accueil. C'est la mission qui marche le mieux. Alors, c'est aussi parce que les jeunes ont envie de se donner et puis de sortir à la rencontre des pauvres. C'est quelque chose qui leur parle vraiment directement. Mais aussi, je crois, il y a quelque chose de, ben, en fait, ils font tous les scouts, ils sont tous capables de se débrouiller. Et en fait, c'est la mission où ils doivent se débrouiller. Donc, on leur fait confiance, ils ont le matériel nécessaire pour faire les maraudes. Et je crois que ce qui marche dans cette mission, c'est que les jeunes sont entre jeunes. La maison donne la structure, le lieu d'accueil. Mais je crois que ça participe. Il y a un petit côté un peu à l'arrache, ça traîne un peu dans la cour au début. Voilà, il n'y a pas de papier qui dit tu vas aller pile à tel endroit. Mais en fait, ça leur donne leur place. Donc, le rajeunissement de la mission crée un petit effet bazar. Mais il y a une fécondité. Voilà, il n'y a pas forcément d'efficacité, mais il y a une fécondité. Et toi, Amélie, puisque vous êtes au service de la vie, hein, il y a des naissances dans vos maisons. C'est quand même c'est merveilleux, quoi. Vous imaginez aussi la joie de tous ceux qui assistent, hein,
la venue d'une nouvelle petite vie. Voilà, comment tu réponds à cette question? Alors c'est sûr que nous, nos premiers ambassadeurs, ce sont les bébés, hein. Ça c'est sûr. Ils sont là avec ils sont avec leur petite bouille. Ils ont une capacité attrape-cœur qui est vraiment incroyable. Et ça c'est valable dans le quartier, le lien avec les paroisses. Alors il dépend vraiment d'une colocation à l'autre selon la distance avec la colocation. Enfin voilà, il y a plein de paramètres, mais quand même dans le quartier, les gens nous connaissent, les paroissiens nous connaissent, les gens du quartier. Et ils sont les bienvenus pour venir à la colocation, pour être bénévoles. Donc chacun selon ses talents. Ça peut être, on a des mamies qui viennent faire de la couture. On va avoir des jeunes mamans qui sont en congé parental, qui vont venir passer une après-midi papote avec les mamans de la coloc, prendre un petit temps juste pour discuter, pour garder un bébé pendant que les mamans prennent leur douche, pour leur donner un petit coup de main pour ranger les placards. Enfin voilà, il y a vraiment une diversité de liens qui est vraiment propre à chaque colloque. Un autre aspect important, je pense que c'est comment est-ce qu'on rajeunit l'Église, peut-être en diffus. Peut-être que c'est le témoignage de ce que les volontaires vivent auprès de leurs proches, de leurs copines, voilà, de leurs amis à la fac ou de leur famille, qui va être elle-même un témoignage d'engagement. Et on parlait du bouche-à-oreille il y a un instant. Ben voilà, le bouche-à-oreille, c'est un de nos premiers moyens pour retrouver de nouvelles volontaires. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Peut-être aussi, au-delà de l'Église, cette petite famille, ce petit village qui se forme dans nos colocations est assez unique dans le secteur du médico-social. Et toutes les assistantes sociales ou les sages-femmes qui travaillent dans un milieu plutôt médical, dans des maternités ou dans des foyers, qu'on invite régulièrement à venir chez nous, voir comment ça se passe. On fait des portes ouvertes ou tout simplement elles viennent rencontrer les mamans. Oh, elles arrivent, elles disent « Waouh, mais on voit pas ça souvent, quoi. » Et en fait, la dimension familiale prend complètement le dessus par rapport à l'aspect réinsertion sociale et les mamans ne se rendent pas vraiment compte. En fait, ça se fait dans la douceur, dans la relation tout simplement, dans le fait de les aimer. Et ça, c'est un témoignage qui est quand même assez fort, je trouve. Il est 11 heures. Si vous le voulez, à partir de maintenant, on va rentrer dans un échange où vous pourrez davantage poser vos questions et intervenir avec les trois participants de cette table ronde passionnante. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à lever la main, hein, et on vous donne la parole pour qu'on puisse aussi répondre très concrètement à vos questions. Moi, j'aimerais, pendant qu'on on attend les questions, peut-être vous poser la question autour du mot difficulté. Voilà. Vous êtes toutes engagées voilà, avec vos forces, votre temps, votre âme, votre amour du Seigneur et de l'Église. Voilà. Est-ce qu'il y a une difficulté? Et puis quand il y en a une, comment on fait quand on porte une telle responsabilité? Moi, je pense que quand on a des difficultés, d'abord les difficultés, elles sont inhérentes à toute mission d'église. Je dirais, il y a le fait d'être une équipe et de porter ça en équipe, de pouvoir échanger. Je vois d'ailleurs qu'il y a une partie de mon équipe qui est connectée là, donc je les remercie de porter les difficultés avec moi. Et il y a le bon Dieu aussi quand même, il faut pas l'oublier. Là aussi on est Marthe et Marie, c'est-à-dire que les difficultés on les porte au pied du Seigneur et bien souvent il nous a montré combien c'est lui qui agissait, voilà. Et en même temps bah, il faut se retrousser les manches dans les difficultés. Je crois qu'il est important d'avoir une équipe assez avec une diversité de compétences. Les difficultés, elles sont celles que rencontrent des jeunes de 20 ans qui se confient à l'Église et pour lesquelles on assume une responsabilité, sinon parentale, du moins d'une autorité d'adulte. Enfin, je me suis retrouvé à 1h du matin à devoir dépanner des voitures d'étudiants qui étaient tombées en panne. On s'est retrouvé à devoir gérer des étudiants une étudiante enceinte, voilà, à devoir loger dans une colocation une étudiante qu'on a découverte dormant dans l'église parce qu'elle avait plus de logement. Donc là, on se trouve comme adulte face à des jeunes en difficulté. Parfois, il faut leur mettre un coup de pied derrière pour leur dire tu vas travailler, point.
parce qu'il y a aussi ça, ils sont d'abord là pour leurs études. Donc il y a ces difficultés-là, il y a des moments où on hésite, on se dit est-ce que tel jeune est encore dans le cadre de ce qu'on lui a proposé et ce sur quoi il s'est engagé, est-ce qu'on l'accepte qu'il reste, est-ce qu'on lui demande de s'arrêter, comment on le recadre. Et je crois que là c'est vraiment important de pouvoir échanger en équipe. Et puis il y a toutes les difficultés. Tu me lançais une pique tout à l'heure sur l'aspect économique et l'économie diocésain. Il y a aussi cet aspect-là qui est pas simple à gérer, l'aspect financier, assurance, gestion d'un abonnement internet. Est-ce que c'est un abonnement privé? Est-ce que c'est un abonnement d'entreprise? Est-ce que, enfin voilà, tous les à côté. Pour lesquels, là encore, il faut, quand on se lance dans l'aventure, il faut s'équiper d'un groupe de bénévoles qui ont chacun leur spécificité, quoi. Quelqu'un qui sache réparer les fuites d'eau, quelqu'un qui sache gérer la paperasse administrative, a fortiori avec des étudiants venant de l'étranger, où il y a des questions de permis de séjour, où je me suis retrouvé avec des étudiants qui savaient pas comment gérer une mutuelle étudiante parce que ils voulaient prendre le train pour aller de Brest au Mans déposer leurs papiers. Voilà. Donc il y a, à mon avis, face aux difficultés, une équipe et la prière. Il y a des petites questions qui arrivent. Pour Marthe et Marie, des questions, c'est si le lieu de prière n'est pas dans la coloc, où est-il? Alors, ça dépend des maisons. On a plusieurs maisons qui ont des chapelles dans l'immeuble. Certaines sont juste des chapelles sous forme d'oratoire, d'autres sont des chapelles qui ont la présence réelle. Donc voilà, c'est juste à côté, moins de 100 mètres. Et donc attends, pour les laudes du matin, ils sortent donc pour aller dans... Exactement, elles sortent de l'appartement. Alors, parfois c'est dans le même immeuble, donc il y en a qui vont en pyjama, pas coiffés. Voilà, bon. C'est très simple hein, comme ambiance. C'est à maximum 100 mètres de la maison. Parfois c'est au rez-de-chaussée de l'immeuble. Enfin voilà, ça dépend des configurations, mais c'est juste à côté. Il y a une question également de Pierre au sujet du des colloques de Brest. Est-ce que les colloques sont complètement indépendantes au niveau logistique des repas? Donc les colocataires font leurs propres repas. Et est-ce qu'il y a des événements communs entre les colloques? Alors, oui et oui. Oui, les étudiants sont complètement indépendants dans les colloques pour les repas. La question est différente pour le foyer qu'on ouvre à la rentrée de septembre. Mais pour les colloques, les étudiants s'organisent. On leur demande, en revanche, de ne pas prendre de repas dans leur chambre, de manière à ce qu'ils soient tenus de se croiser à la cuisine, voilà. Sauf évidemment s'ils sont malades, mais sinon, ils ont interdiction de prendre leur repas dans leur chambre. Et ils ont une fois par semaine un repas communautaire le lundi soir où ils sont tous ensemble et une fois par mois vient un adulte extérieur pour une relecture de la vie communautaire. Et la deuxième question était les événements communs. Des événements communs. Alors cette année Covid a été un peu particulière, mais normalement il y a un week-end de rentrée où tous les colloques se retrouvent dans une abbaye. C'est l'occasion, entre autres, de faire connaissance, pour moi aussi de reposer un peu les bases de la vie communautaire. Avant ça, il y a une pré-rentrée tout début septembre où on invite, y compris ceux qui ne commencent qu'au mois d'octobre, à venir déjà dans leur colloque pour qu'ils prennent tous possession des lieux en même temps, quasiment tous, parce que ceux qui sont à l'étranger, qui ne sont pas encore arrivés, ne sont pas là, mais ne serait-ce que pour réaménager la déco, déplacer un canapé, etc., que ce soit une décision commune. Et entre les colloques, sinon, il y a, outre les soirées de l'aumônerie, de manière trimestrielle, un temps de rencontre dans la plus grande des colocations, où donc les 40 se retrouvent pour une soirée fraternelle. Voilà. Et cette année, à l'occasion du Covid, pendant le deuxième confinement, j'ai été célébrer pas mal de messes dans les colocations. Et à ce moment-là, les colocations voisines, les petites colocations voisines des grosses colocations venaient de manière à avoir une messe intercoloc. Mustapha, justement, les événements communs dans un foyer où il y a 40 étudiants, comment on fait pour que on peut très bien fuir la relation, on peut très bien aller que vers ceux avec qui on s'entend bien. Comment vous travaillez la dimension communautaire avec un si grand nombre? Le secret, c'est vraiment la fraternité. Donc, j'ai partagé tout à l'heure que chaque jeudi soir, on a un temps au foyer
Et la majorité du temps, c'est un temps en petite fraternité de 7 personnes, 8 personnes, où les jeunes partagent sur leur vie, la vie spirituelle, tout ça. Et c'est ce qui permet, entre le repas et le partage, de créer une cellule plus naturelle, plus organique et d'écoute. Puis nous, en début d'année, quand on constitue les fraternités, bien sûr, on essaie d'avoir l'intelligence de répartir les caractères, de faire en sorte de mettre les extravertis et introvertis ensemble, qui pourraient ne pas trop se croiser pendant l'année. Donc ces temps de fraternité font vraiment un énorme travail dans la vie commune, parce que les jeunes partagent avec des jeunes avec qui ils ne partageraient pas. D'ailleurs, à la fin d'année, c'est ce qu'ils disent. C'est: tiens, j'ai rencontré des jeunes et habité avec des amis avec qui j'aurais jamais pensé habiter ou partager. Donc ces fraternités-là, ça fait le travail. Et puis l'alternance entre vie quotidienne et temps fort, donc le jeudi soir ou bien surtout les week-ends et la retraite, ces temps forts viennent vraiment ressaisir le groupe comme un tout et pas laisser trop de place aux individualités qui sont naturelles. Et on le sent, on a besoin d'avoir un temps fort tous les mois et demi, un week-end, une journée, parce que sinon le temps devient très long avec ce que chacun peut vivre. Donc une rencontre chaque semaine, un temps fort à peu près tous les mois et demi, tous les 2 mois, c'est ce qui nous aide. Et puis du coup, une fois par trimestre au moins, on fait ce qu'on appelle un temps communautaire. Ça veut dire que, ou un temps de réconciliation, on donne la parole aux jeunes et on leur dit, bah voilà, on leur donne des outils de partage, de non-violence ou je sais pas. Et puis on leur dit, bah voilà, maintenant on peut aller se voir les uns les autres ou se partager devant tous ce qu'on a envie de se dire. Et ça permet de trianguler, de créer un espace de parole, un peu comme la fraternité, mais plus libre, où on peut parler de la vaisselle, de la prière, voilà. Et ça permet au groupe comment dire, de se niveler, parce qu'on a besoin d'être ensemble un peu dans ce mouvement. Donc, un des éléments clés, vous le dites, c'est l'accompagnement. Quelles sont les structures, les moments d'accompagnement, qu'ils soient individuels justement ou communautaires? Mustapha, tu viens d'en parler. Est-ce que, Amélie, tu peux nous dire aussi comment vous accompagnez à la fois les mamans et les volontaires? Alors, un des moments communautaires importants, c'est ce qu'on appelle chez nous le dîner de colloque. Une fois par semaine, elles se retrouvent toutes les 8 jeunes femmes et elles vont avoir ce temps de qualité qu'elles vont vivre ensemble, voilà, selon la façon dont elles souhaitent l'organiser. Il y en a une qui prépare leur repas et puis après, elles vont partager leurs pépites et leurs bûches, on dit souvent, ou leurs pétales et leurs épines de la semaine. C'est important parce que c'est vraiment un temps de communication où chacune va pouvoir dire où elle en est. Quels sont ses petits stress du quotidien, là, ou de la semaine? Est-ce qu'il y a une volontaire qui va avoir un audit au boulot et là, elle a vraiment besoin de se reposer ou de partir hyper tôt, elle va pas être dispo? Bah, dans ces cas-là, on sait que les autres, les mamans vont faire un peu plus attention, lui préparer des petits plats pour qu'elle trouve un dîner quand elle rentre le soir, ou des mamans qui ont des épreuves momentanées. Donc ça, c'est vraiment un pilier du fonctionnement de la colocation. Alors ensuite, oui, il y a beaucoup de temps d'accompagnement. Il y a ce qu'on appelle le temps des volontaires et le temps des mamans, où une fois par semaine, elles vont se regrouper. Alors quand tout va bien, ça prend 5 minutes. Quand tout va bien, quand c'est ouvert, on va aller peut-être boire un coup, boire une bière dans un bar pour faire son temps volontaire, ou un jus de fruits pour les mamans, pour leur temps maman. Voilà. On a des temps de formation aussi, qui vont être des temps... pour certains, vraiment orientés sur toutes les questions liées à la maternité, à la grossesse, à l'accouchement au premier jour du bébé. Donc ça va inclure toutes les questions qui peuvent être concernées. Voilà, le rythme de vie du bébé et de la maman. On a des formations un petit peu plus générales qui vont couvrir la vie affective ou la communication non violente aussi, pour les accompagner dans ce vivre ensemble qui parfois prend beaucoup de place. Je réfléchis au temps collectif. Je pense qu'on a fait le tour. Ça, c'est pour chaque colloque individuellement. Après, au sein de l'association, on a 2 grands moments très festifs dans l'année. Un qui est le week-end multicolocation. Donc, toutes les mamans, toutes les volontaires, tous les bénévoles, les actuels, les anciennes, on se retrouve tous ensemble et on fait un grand week-end. Voilà, on fait la fête tous ensemble, on fait famille, on rediscute du projet. Donc ça, c'est vraiment un temps très fort pour créer des liens et se souder au sein des colloques et entre les colloques. Et puis on a un deuxième week-end de formation des volontaires qui a lieu plutôt au début de l'année, au moment où la majorité des volontaires se renouvellent. Elles arrivent pour la plupart entre l'été et septembre. Donc au mois d'octobre, on a un grand week-end de formation. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est collectif.
Après, les temps d'accompagnement individuel qui sont extrêmement importants pour nous, dans notre fonctionnement, se font avec la responsable d'antenne. Donc, pour nous, chaque colocation a une salariée, qu'on appelle donc responsable d'antenne, qui travaille à mi-temps et qui va accompagner les mamans et les volontaires dans leur année chez Marthe et Marie. Donc, pour les mamans, ça va inclure tout ce qui est l'accueil et la construction de leur projet de vie sur toutes les dimensions. Et puis pour les volontaires aussi dans leur mission, hein, on sait qu'il y a des hauts et des bas dans la mission, donc on rend grâce quand il y a des hauts et puis on accueille quand il y a des bas aussi, on accompagne, on écoute, on réfléchit, on rediscerne. Voilà. Ce que tu dis, Amélie, confirme les propos d'Aline, hein, de l'espace jeune de l'Escale, pardon, de Besançon, hein, où Aline, tu dis qu'un temps de bilan individuel à mi-année avec le responsable nous paraît important également. Et ce que vous dites, Amélie et Mustapha, me fait penser aux propos que Monseigneur Bertrand Lacombe avait tenus ici même lors d'une journée sur la pastorale vocationnelle en début d'année, où nous essayons d'articuler au mieux pour les jeunes l'accompagnement individuel et l'accompagnement communautaire. Et Monseigneur Lacombe disait, au fond, quand il nous est proposé, demandé de la part d'un jeune, un accompagnement individuel, bien sûr, tant que faire se peut, nous cherchons à y répondre en trouvant une personne qui peut l'accompagner, mais nous lui demandons également d'être membre d'une équipe, d'une petite fraternité, quel que soit le nom de ce lieu où il va apprendre à partager avec d'autres jeunes. Et je trouve que dans tout ce que vous avez dit, on sent bien sûr l'importance parfois du temps individuel avec le responsable, parfois un salarié voilà, qui a des compétences pour écouter, pour reprendre, pour encourager, et parfois pour dénouer des conflits, ou un accompagnement spirituel, quelqu'un qui est un grand frère dans la foi, et puis aussi tout cet espace très important, institutionnalisé de la rencontre en petite fraternité. Erwan, oui. Ouais, j'aurais voulu rejoindre ce que disait l'Escale jeune de Besançon, l'importance du bilan individuel de mi-année. Nous, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte que ça manquait chez nous. Et donc, on est arrivé à 3 entretiens un peu formels, là, en début d'année, pour vraiment marquer l'accueil du jeune et lui proposer le service missionnaire qu'il aura pendant l'année. L'un en mi-année, donc de décembre à janvier, et le 3e pour son départ, en entretien avec la responsable des colocations, parce que c'est important aussi d'avoir des lieux, un rendez-vous un peu formel et institutionnel qui permet éventuellement aux jeunes d'exprimer des choses qu'ils n'auraient pas forcément partagées dans un groupe parce qu'ils ne se sentent pas en confiance dans le groupe, etc. Et puis l'autre lieu, outre le repas communautaire hebdomadaire, c'est pour nous l'accompagnement par en général un couple ou alors un adulte seul pour une relecture mensuelle. On s'est rendu compte que dans la vie communautaire, lorsque pour un tas de raisons ça n'avait pas été mis en place, à chaque fois on a eu des soucis importants entre les jeunes. Et parfois ça s'est pas mis en place parce que le couple qui accompagne ne s'est pas senti légitime ou les jeunes n'ont pas osé fixer il y a eu des problèmes de date, une date qui saute, les jeunes n'ont pas osé relancer, le couple n'a pas osé relancer, et l'année s'est avancée comme ça. Et en fait, à chaque fois, on a eu des conflits, parfois des conflits graves entre les jeunes, parce que simplement il y a un manque il manque un lieu de parole, quoi. Une autre question qui peut se poser, et vous l'aviez de différentes manières chacun, comment vous accompagnez aussi la mixité, même y compris pour Marthe et Marie, parce qu'elle doit se poser d'une autre manière, même si ce sont que des femmes qui sont accueillies, mais j'imagine que voilà, il y a bien aussi des lieux de mixité. Comment vous les vivez, comment vous les accompagnez, quelles sont les différentes formules que vous avez aussi dans vos lieux? Peut-être Amélie, tu peux commencer. Alors oui, nous, nos maisons n'accueillent que des jeunes femmes, en tout cas pour y vivre. En revanche, on est très favorable à accueillir des hommes. Donc les copains, les cousins, les amis, enfin voilà, tous les amis IS
de la maison de Marthe et Marie sont les bienvenus pour passer des temps de qualité chez nous. Ça peut être un repas, voilà, un dîner, une sortie. Donc voilà, on est vraiment extrêmement favorable à vivre dans nos colocations des expériences avec, comment le dire de façon délicate, pardon, des hommes sympas, quoi. Voilà, où certaines mamans ont eu des expériences avec des hommes qui ont plutôt contribué à dégrader l'image qu'elles peuvent avoir du masculin. Donc là, l'idée, c'est que si on peut réparer ça avec des mecs sympas dans nos colocations, et ben, c'est génial, quoi. Voilà. Mustapha? Alors, nous, on a la chance parce que dans la communauté, on peut s'inspirer du fonctionnement communautaire. Par exemple, au foyer, les espaces communs sont des espaces mixtes, mais les étages sont vraiment strictement réservés aux filles ou strictement réservés aux garçons. Et on ne va pas dans les étages les uns des autres. Donc ça, c'est déjà d'avoir des espaces réservés, ça aide à avoir toujours à l'esprit que à un moment donné, je ne dois pas aller plus loin. Dans la charte du foyer, on dit clairement aux jeunes, et puis moi je le répète en début d'année, je leur dis qu'une vie commune, ça favorise toujours des rapprochements, mais qu'on leur demande pendant leur année foyer de ne pas engager de relations trop exclusives ou trop proches. Et on leur dit que, et en fait, ils le comprennent assez vite, que s'ils font des petits groupes ou s'ils s'entichent les uns des autres, en fait, ça va pas les aider à vivre une unité. Donc on les encourage à pas engager de relations privilégiées pendant l'année. Et ce que nous faisons, c'est que nous avons toujours, dans le week-end du mois de novembre, qui est un peu notre deuxième week-end de l'année, le thème, c'est la vie affective. Et donc c'est toujours l'occasion pour nous de creuser la question avec eux. Souvent, eux, ça leur permet de revisiter des lieux de blessure ou des lieux de conscience par rapport à cette question de la mixité. Et du coup, ça les positionne dans le premier trimestre par rapport à cette question où ils se rendent bien compte que de toute façon, ils ont bien envie de vivre quelque chose de sérieux et de ne pas faire les choses n'importe comment. Donc on mélange à la fois le cadre où à un moment donné on est assez clair, on est assez vigilant sur le fait qu'il y ait une juste distance ou une juste proximité entre eux. Dans la formation qu'on leur donne pendant les week-ends ou les temps de fraternité, on peut partager sur cette liberté que chacun a. Et puis donc ça aide ces espaces-là. Je crois vraiment que d'offrir aussi une vraie fraternité, parce que c'est aussi une dimension positive, c'est que en fait, les jeunes, en vivant vraiment la proximité dans les repas, dans les temps de fraternité, dans la détente, etc., en fait, ils voient qu'ils n'ont pas besoin de séduire, parce que c'est beaucoup plus satisfaisant pour eux d'avoir un partage riche entre garçons et filles sans avoir à se juger, à se comparer. Est-ce que je dois me maquiller? Est-ce que je dois faire le beau gosse? Ou je sais pas. En fait, de se sentir libre, en fait, ça évacue complètement ces problèmes qu'il peut y avoir de séduction ou tout ça. Donc on voit bien que d'offrir un espace riche de partage, ça règle aussi beaucoup de problèmes. Et puis le dernier point, et ça c'est toujours ma joie, c'est qu'il y a des jeunes qui choisissent de vivre un engagement qu'on appelle l'année pour Dieu. Et c'est le fait de choisir pendant 1 an de ne pas avoir de relation avec un garçon ou une fille, de ne pas avoir de petits copains. Et en fait, c'est quelque chose qui est très contagieux parmi eux. C'est qu'ils se le partagent. Ah ouais, j'ai fait l'année pour Dieu. Et du coup, petit à petit, ils choisissent eux-mêmes. Et donc, quand on a comme ça 5, 6 dans le foyer qui ont choisi cet engagement, bah, ça crée une influence positive où tout le monde se dit, bah tiens, ouais, on a choisi de faire attention. Voilà, c'est vraiment et le cadre au niveau du bâtiment et du témoignage que l'on donne. Et puis cette richesse de la fraternité, je crois, fait beaucoup. Erwan? Globalement, on est à peu près sur les mêmes longueurs d'onde, sans être aussi structuré et sans avoir la force de frappe de la communauté du chemin neuf, parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'avoir des étages séparés. Enfin, on a 2 colocations qui sont mixtes actuellement. L'une où on est effectivement sur 2 étages. Les chambres des garçons sont au rez-de-chaussée, les chambres des filles sont à l'étage. Donc les salles de bain sont séparées. En revanche, la cuisine et le salon salle à manger sont à l'étage des filles. Donc il y a une partie réservée aux filles et une partie commune. Donc c'est pas une séparation absolue. Et on a une autre colocation où les parties communes sont au rez-de-chaussée et les chambres sont à l'étage avec une partie du couloir pour les garçons, une partie du couloir pour les filles. Donc on n'est pas sur une séparation aussi stricte qu'on pourrait le souhaiter. Depuis, moi, sur les 5 dernières années, ça n'a jamais posé de soucis. J'ai jamais eu de relation amoureuse à l'intérieur des colocataires. Les soucis de mixité que j'ai eus sont soit entre colocs des
des difficultés à gérer la différence homme-femme, a fortiori quand elle se redouble d'une différence culturelle. Très clairement, j'ai eu des garçons qui étaient habitués dans leur famille et je pense dans la culture de leur pays à ce que la femme fasse tout au foyer et qui reportaient un peu sur les filles de la colocation cette attitude-là. Donc ça a été intéressant. Pour eux, de découvrir que ici on fait pas comme ça, voilà, et puis de se poser la question de pourquoi les choses sont différentes. Donc ça a été, ça a pu, et je pense que ce sera toujours des points de divergence, pas seulement culturels, mais voilà, apprendre la différence homme-femme dans la gestion aussi des émotions, dans je pense, je pense à un cas qui a été difficile cette année où clairement. Les filles ont pas trop vu que l'amitié qu'elles développaient avec un des garçons était, qu'elles étaient assez tactiles sans s'en rendre compte et que le garçon, au résultat, a réagi d'une manière qui les a surprises. Bon, il a fallu remettre un peu les points sur les i, recadrer un peu tout le monde. Et puis l'autre difficulté sur la mixité, c'est avec des étudiants venus de l'extérieur. Et ça, normalement, la règle pour nous est très claire. Un étudiant extérieur, ils peuvent accueillir un étudiant à dormir de passage sur le canapé, mais dans ce cas-là, ils nous préviennent en amont. Si c'est à minuit et demi, un étudiant qui n'est pas en état de rentrer, je préfère qu'il m'envoie un SMS plutôt qu'il me téléphone pour me réveiller. Mais voilà. Et en revanche, ils ont interdiction d'accueillir leur amoureux, leur amoureuse sous le même toit. Et s'il y a à tout prix besoin de le loger sur Brest parce que personne vient de Paris ou je sais pas quoi, on va plutôt s'arranger pour le loger dans une autre des colocations. Voilà. C'est arrivé que des couples se forment dans les colocations, mais a posteriori, des jeunes qui se sont découverts dans les colocations et qui ensuite cheminent ensemble. Voilà. Ça fait des foyers vocationnels, en fait. Ça fait des foyers vocationnels, oui. Non, j'ai fait des mariages, des baptêmes, on fait tout. Pas toujours dans l'ordre, mais on fait tout. Merci infiniment, en particulier pour ce dernier échange sur la mixité. Il va être l'heure de terminer notre table ronde. D'abord, on vous remercie infiniment pour la richesse des propos. Et peut-être que chacun d'entre vous, je sais pas, vous avez 1 minute. Vous ne voulez pas dire un projet ou un rêve que vous avez pour vous ou pour nous qui vous écoutons et qui portons avec vous cette question du logement. Alors moi, mon rêve, c'est d'associer ce que je vis dans le foyer d'étudiants avec le projet de Erwan. C'est que on passe une année à former des jeunes au partage, à la fraternité, à la mission. Ils apprennent à prier. Il faut une rencontre du Christ. Mais quand même, je suis conscient en tant que responsable, parce que je vois des générations passer, qu'une fois que les jeunes quittent le foyer, ils perdent une structure qui les aidait beaucoup. En fait, l'environnement joue énormément. Et en fait, je rêve de pouvoir mettre en place cette structure de colocation qui pourrait prolonger parfaitement en fait la dynamique de foyer, où il n'y a plus besoin d'être là pour tous les horaires, etc. Il y a plus d'autonomie, mais on a quand même un suivi, un accompagnement, parce que presque on sème du blé et chaque année il faut ressemer le blé et on se dit mais pour que ça porte plus de fruits, on pourrait les accompagner plus longtemps. Voilà, j'aimerais bien t'écouter davantage sur les colocations. Et bien alors moi justement mon rêve depuis plusieurs années c'était de partir sur le mode foyer et c'est pour ça qu'on en ouvre un pour les étudiants en première année de médecine à la rentrée prochaine et donc maintenant que ce rêve devient une réalité, mon projet à l'étape d'après c'est de les accompagner vers davantage d'autonomie, ceux qui sortent des colocations, pour qu'ils aillent vers des colocations où ils s'autogèrent, où ils prennent les choses, ils trouvent eux-mêmes leur appart, ils se fixent eux-mêmes leurs règles de vie, mais où on puisse garder un accompagnement donc vers davantage, passer du tricycle au vélo à petits trous, quoi, et puis enlever progressivement les petits trous, quoi. Bon alors Mustapha, on a une colocation à Lyon. Donc surtout, n'hésite pas à nous envoyer tes jeunes filles qui sortent d'une année dans ton foyer. Elles seront les bienvenues. Alors pour Marthe et Marie, moi je vous partage quand même une immense joie qu'on a eue il y a quelques jours. C'est la naissance du 100e bébé, voilà, qui a été suivi dans la foulée par le 101e. Donc c'était un moment très fort qui témoigne de tout ce qui a été vécu par l'association depuis sa création. Et donc mon rêve, ce serait qu'on puisse en accueillir encore 100, 200 et beaucoup d'autres.
et surtout dans des bonnes conditions, avec des mamans qui sont heureuses, qui sont établies et qui fondent de belles familles, et puis des volontaires qui sont heureuses aussi de cette année chez Marthe et Marie. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois pour vos partages très riches, vos réflexions, votre engagement qui sans doute nourrit aussi nos propres réflexions et nous donne de voir l'importance de consacrer du temps à bien travailler cette question du logement, tout ce qui s'y vit dans la vie d'un jeune étudiant ou d'un jeune professionnel.